Bolivie. Je suis accompagné d'Alice et Élise pour un thème sur la Bolivie, l'immersion immensément bluffante. Pardon. Comment va se passer ce webinaire? Du coup, ça sera en deux parties. La première partie, ça sera une présentation de cette thématique. Et la deuxième partie sera une partie questions-réponses. Est-ce que tout le monde m'entend bien et me voit bien? N'hésitez pas à écrire sur le chat pour que je comprenne. C'est bon, super. Bonjour Anne, Marine, c'est nickel. Bon, tout au long de ce webinaire, en fait, je serai votre assistante technique. Donc, si vous avez des problèmes de son, d'image, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message et je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc, du coup, je vous ai parlé de la partie questions-réponses. Donc, pour vous poser vos questions, pardon, vous avez un petit point d'interrogation en haut du chat. Vous cliquez dessus, vous écrivez votre question et Alice et Elise répondra après la présentation. Petite nouveauté aujourd'hui, si vous avez des questions sur Together, on prendra 2-3 minutes à la fin du webinaire pour que je réponde à ces questions. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. Du coup, maintenant j'ai tout dit. Je laisse la parole à Alice et Elise et je vous souhaite une bonne présentation à tous. Merci Rémi. Hola à tous. Bienvenue en Bolivie. Déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous voyez la présentation? Je vous laisse répondre à Rémi. Donc bienvenue et bienvenue sur notre petite présentation de la Bolivie. Donc moi je suis Alice. Moi c'est Élise. Et on est ravis d'être avec vous pendant un petit moment ce matin, ou cet après-midi pour vous, pour vous présenter un peu notre pays, notre beau pays d'adoption, qui est la Bolivie. Donc, en quelques mots, Terra Bolivia, c'est une présence dans le pays depuis plus de 20 ans maintenant. On organise des voyages sur mesure dans le pays avec des circuits adaptés sur mesure et avec des excursions vraiment exclusives Terra créées par nous, par l'agence et nous, Élise, moi et nos collègues. Et c'est des circuits pour vous et surtout tout type de circuit. On est flexible, on est disponible. On est soucieux de nos voyageurs, de la qualité, de la sécurité, de la bonne réussite de leur voyage. Terra Bolivia fait partie du groupe Terra et on voyage beaucoup avec nos voisins en fait des pays andins qui sont l'Argentine, le Chili, le Pérou, l'Équateur, où on fait beaucoup de circuits avec plusieurs pays, donc 2, 3, 4 pays. Donc c'est une de nos spécialités aussi. Terra Bolivia, donc c'est une équipe de 8 personnes. 8 personnes basées ici à La Paz, entre logisticiens et commerciaux, franco et boliviens. Et ils vont passer vous faire un petit bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, je suis Elisa, je suis donc conceptrice de voyage et je serai ravie de vous accueillir en Bolivie et de créer le meilleur voyage pour vous. Salut Elsa. Hola a todos, moi c'est Thomas, concepteur voyage depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans, et je serai ravi de vous accueillir ici. Au revoir. Bonjour, je suis Orlando du pôle logistique. Voilà. Bonjour, soy Rodrigo, le parte de Logistic Terra Bolivia. Hola. Voilà. Alors, oui, bonjour, je m'appelle Grover, je m'occupe de la logistique en Bolivie. Bueno, les esperamos en Bolivia. Et moi c'est Lucie, bonjour à tous et on vous attend tous en Bolivie. Ciao. Voilà, c'était l'équipe. Et donc, on va passer maintenant dans le vif du sujet, avec d'abord quelques informations pratiques sur la Bolivie. La meilleure saison pour y venir en voyage, c'est de mai à octobre. On peut venir en Bolivie toute l'année, mais de novembre à avril, il faut savoir que c'est la saison des pluies. Il faut compter environ 15 jours pour faire un beau voyage en Bolivie.
L'altitude moyenne se situe entre 3000 et 4200 mètres d'altitude et on peut compter 180 à 200 dollars US par jour et par personne. Il y a plusieurs façons d'entrer en Bolivie, donc par voie aérienne aux aéroports internationaux de La Paz et de Santa Cruz, ou par voie terrestre, donc par le Pérou au passage frontière de Castaña et des Aguaderos, par le Chili à Tambo Quemado et Ito Cajon, ou par l'Argentine à Villazón. Alors aujourd'hui, on vous propose de nous suivre dans un itinéraire que nous vous avons concocté avec les expériences qui ont été nos expériences préférées, celles qui nous ont vraiment bluffé. Vous n'êtes pas prêts? Alors, nous atterrissons à Santa Cruz. Santa Cruz, c'est la vallée tropicale. C'est une région qui est basse en altitude et où il fait chaud. C'est parfait pour commencer le voyage en douceur et s'acclimater tranquillement avant de monter sur les hauts plateaux de l'Altiplano. Il y a deux options qui s'offrent à nous. Les missions jésuites, donc elles sont encore très peu connues, donc très peu fréquentées également. C'est de l'architecture baroque et elles ont été déclarées patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. C'est une visite qui mélange découverte de l'architecture et aussi d'une nature encore très préservée. Deuxième option, ça va être le parc Amboro. Alors, le parc Amboro, donc on va pouvoir se balader entre animaux sauvages et flore incroyable. Donc c'est un mélange de faune et de flore tropicale, des fougères géantes, etc. Et à la sortie du parc, on va avoir la forteresse Inca de Samaipata, juste ici sur la gauche de la diapo. Alors, on s'envole ensuite vers la ville blanche de Sucre. Première étape de notre visite, nous partons avec Doña Maria qui nous emmène au marché. Elle nous emmène prendre un petit jus, banane, maracuya, papaye, mango, il y en a pour tous les goûts. Et ensuite, elle nous défie d'aller trouver tous les ingrédients nécessaires pour élaborer une recette typique de la région. Et donc ça peut être comme le mondongo, qui est un plat typique de Chuquisaca, de la région de Sucre. C'est à base de maïs et de porc, donc de viande de porc en sauce, relevé à l'ají, qui est un piment local, un plat super coloré. Ou alors la fameuse sopa de mani, donc la soupe de cacahuètes, comme sur la photo ici. On va la préparer ensemble avec Maria et on va bien sûr déguster tous ensemble. On passera l'après-midi à arpenter les rues de la ville blanche, la ville de Sucre, avec ses bâtiments coloniaux très jolis et très tranquilles. C'est aussi une ville, Sucre, c'est aussi la ville de l'artisanat et des tisserands. On va ensuite le lendemain aller vers le marché de Tarabuco, c'est dans la région, c'est le marché traditionnel de tradition et d'artisanat un des plus connus du continent. Et donc tous les habitants de la région, en fait, qui sont les Quechua, vont s'y rendre le dimanche. Ils sont habillés encore en habits traditionnels, comme on peut voir ici, avec le poncho, avec un casque. Donc c'est pas un déguisement, il s'habille vraiment encore comme ça. Et on va pouvoir profiter de ce marché, comme l'ont fait Élise et sa sœur sur les photos là, il y a pas très longtemps encore. Et on peut en profiter aussi du coup pour aller acheter des souvenirs de textiles vraiment faits localement dans la région, comme ce petit souvenir, ce petit sac que s'est acheté Élise dernièrement. Pour être à la pointe de la mode. On va ensuite se diriger vers donc notre guide Christophe va nous emmener. Alors je sais pas pourquoi j'arrive pas à cliquer. Petit problème technique. Bon, ça va venir. Ça va être du suspense. En fait, ensuite, on va se diriger vers la ville de Candelaria, donc le village de Candelaria, avec notre guide Christophe qui nous emmène vers sa famille adoptive bolivienne.
et ils vont nous faire partager un de leurs moments en fait de tradition et authentique, donc de vie quotidienne. Donc là, on est avec Damian et Santoussa qui nous apprennent à tisser, qui nous font cuisiner. Donc un vrai moment de partage. Ensuite, on se dirige vers la ville de Potosi. Donc c'est à 3 heures de route de Sucre, donc au sud de Sucre. Donc là, on commence sérieusement notre montée en altitude. Donc on était vers 2800 mètres d'altitude à Sucre. Et là, on monte, on passe à plus de 4000 mètres. Donc pas de panique, pas de trek à ce moment-là encore. On est encore en acclimatation tranquille. Donc Potosi, c'est l'incontournable pour comprendre l'importance de la communauté de mineurs en Bolivie. Donc Marlène nous emmène voir ses amis du Cerro Rico, qui est là. En fait, c'est la montagne emblématique de la ville et c'est aussi c'est une source d'argent. Donc elle est encore exploitée aujourd'hui. Et on se dirigera aussi, on pourra visiter la Casa de la Moneda, c'est là où étaient frappées les pièces de monnaie espagnoles. Et donc, ça va clore un peu notre voyage dans le passé colonial de Potosi. Fini l'histoire et la culture, direction Tupisa, notre point de départ pour l'expédition en 4x4 dans le sud de l'Ipèze. Aventure cow-boy, nous partons désormais dans des grands canyons en excursion à cheval, vêtus de nos plus beaux ponchos et chapeaux. Comme on peut le voir sur les images, c'est une super excursion pour les familles et ça change un peu après l'histoire. Ça permet de varier les plaisirs. Et on se dirige vers Rio Seco. Alors, on entre là dans une région avec énormément de formations géologiques, des montagnes multicolores. Comme vous voyez, c'est très impressionnant sur la photo qui est plus en bas. On est deux dessus, mais on ne voit pas tellement les montagnes sont grandes, c'est immense et c'est spectaculaire et c'est une région encore bien trop méconnue. Puis, on se dirige vers la Ciudad de Roma. Vous pouvez la voir en haut à droite. Donc, c'est une ville qui est faite de formations géologiques et elle se trouve au milieu de nulle part. On est allé en juin en reconnaissance de terrain tous ensemble. Donc là, vous voyez l'équipe en haut à gauche et en bas, notre chère Lucie et Alice. Et c'est vraiment un coin où personne n'y va. Donc, c'est le début d'une expé qui part de Tupisa. Donc déjà, c'est très peu fréquenté. Ouais. Et alors là, cette région, comme expliquait Élise, c'est incroyable et il y a personne. On a été seul au monde pendant 5 jours. Ouais, pour le coup, c'est bluffant. Puis on continue vers la Ciudad del Encanto. Là, pareil, c'est des formations sableuses. C'est assez unique. Franchement, j'avais jamais vu ça de ma vie avant. C'est fou. Et au fond, vous voyez un peu quelques dunes. On peut s'amuser à faire du toboggan, n'est-ce pas? Donc, non, franchement, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Et on peut remonter vers Uyuni en passant, du coup, par la Laguna Colorada que vous voyez en haut. C'est une lagune qui devient rose en fonction du vent. Et il y a aussi les geysers Sol de Mañana. Là, ils sont situés à 5000 mètres d'altitude. Là, c'est pareil. Franchement, j'y ai été 2 fois et chaque fois, c'est la même sensation. C'est vraiment unique. Même quand on y retourne, en fait, c'est toujours pareil. J'y suis allée en avril et en octobre pour vous donner une idée un peu des périodes à laquelle on peut y aller. Enfin, vraiment, on peut y aller tout le temps parce que les 2 fois, c'était fou. J'y suis allée même avec ma famille. Eux aussi, ils ont été bluffés. Pareil, après, il y a le désert de Siloé. Donc, c'est vraiment une région désertique. Et en 4 jours, on voit tout type de paysage. Il y a une faune qui est quand même pas mal fournie. On peut voir des flamants roses, des lamas, des autruches, des vizcachas, qui sont des lapins, en fait, une race locale. Et donc, après tout ça, on arrive au clou du spectacle, si le diapo veut bien. Mais...
Voilà de retour. Hola, on est de retour. Pardon, ça a sauté. Internet bolivien. Ouais. On y est ou pas? Ouais, mais là, du coup, c'est la même diapo. Voilà. Yes. Pardon. Donc, on va retrouver après cette courte page de pub pour découvrir le salaire d'Uyuni, le clou du spectacle. Donc, vous le voyez ici, c'est le plus grand désert de sel au monde. C'est immense. Et du coup, on va s'arrêter sur l'île Nkawasi, qui est l'île avec des cactus. Pour les plus sportifs, on peut faire l'ascension partielle du volcan Tunupa. C'est une excursion qui est pas difficile et qui vaut vraiment la peine. C'est 4 heures de randonnée qui vous offre après une vue imprenable sur le Salar d'Uyuni. On peut s'amuser aussi à faire des petites photos rigolotes. Et la cerise de l'expé, ça va être un apéritif au coucher de soleil du Salar d'Uyuni, donc avec du vin d'altitude et du Singani. Donc après cette excursion dans les grands déserts, on retourne à la civilisation et on s'envole vers la ville de La Paz, entre marché coloré et point de vue à couper le souffle, littéralement, parce que du coup on reste entre 3006 et 4000 mètres d'altitude. Mais là on est bien acclimaté maintenant. Donc on va commencer notre petit tour par la visite à arpenter le marché de la Rodriguez, qui est un marché aux fruits et légumes en tout genre. Donc on peut aller voir les caceritas qui vont nous vendre tout type de fruits de toutes les régions de la Bolivie. On va ensuite jusqu'au marché aux sorcières, donc il y a la photo sur la droite en haut. Et donc ce marché aux sorcières, on peut y trouver toutes sortes d'amulettes, porte-bonheur. C'est une véritable caverne au trésor. Donc parfums, alcool, herbes en tout genre et même fœtus de lama. Alors en fait, la tradition, c'est que on crée des messas, qui sont des sortes de paniers, tout plein de ces porte-bonheur, et on les brûle pour en faire une offrande à la Pachamama, donc à la terre-mère. Donc un exemple de tous ces gris-gris, nous avons les billets de dollars pour apporter de l'argent. On a ça, c'est ça c'est pour la chance, une sorte d'alcool local. Une tradition encore très présente, comme vous pouvez le voir. Ensuite, au détour de la Calle Jaén, qui est la rue coloniale la dernière rue coloniale de la ville, qui est super mignonne avec ses petites maisons colorées et ses pavés au sol. On va rencontrer Rosario, qui est une cholita, ici, et qui va nous parler de sa culture, de ses traditions, qui va nous expliquer tout ce qu'il y a sous ces multitudes de jupes, et nous invite même à s'habiller avec ses tenues traditionnelles. Donc là, vous pouvez voir, il y a une maman et sa fille qui l'ont fait il y a quelques mois, qui sont venues quand elles sont venues à La Paz. Donc on vous défie de venir faire la même chose avec nous la prochaine fois que vous viendrez à La Paz. Il y en a pour tout le monde, donc il y en a pour les hommes aussi, poncho, bonnet, casque, donc il y a de tout. Et enfin, une visite de La Paz ne peut pas être complète sans faire un tour panoramique et aérien dans sur les lignes du téléphérique. Donc, on passe au-dessus du cimetière général avec ses fresques géantes et impressionnantes. On va jusqu'à l'Alto, qui est la partie haute de La Paz, et de là, on peut voir, on peut apercevoir quelques-uns des sommets de la cordillère, comme l'Illimani ici, qui est l'emblème de La Paz. En route pour le lac Titicaca, où nous allons naviguer pendant 2 jours entre les îles de la Lune et du Soleil. Donc nous commençons par le trek de Yampupata, comme vous pouvez voir sur la photo en bas à gauche, c'est sur la crête le long du lac. C'est un trek qui nous offre des superbes vues sur Copacabana, sur les îles, sur les sommets Illampu et Ancuruma de la Cordillère Royale, et aussi sur le Pérou. Nous reprenons ensuite notre bateau pour nous rendre à l'île du Soleil et visiter les ruines Inca. Et c'est ensuite l'heure du déjeuner.
Doña Esperanza nous attend et nous propose de partager un aptapi. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à droite de la diapo, c'est un repas très typique d'ici, de la culture Aymara, c'est la culture de l'altiplano. Donc, dans la tradition, en fait, c'est comme une sorte de pique-nique où chaque habitant va ramener des aliments ou des plats qu'il a cultivés et préparés. Et c'est à base de soupe, de pommes de terre déshydratées, de fèves, de truites du lac, de beignets de légumes et de fromage. Et après une bonne nuit de sommeil, on part en catamaran pour traverser le lac à la voile et rejoindre le pied de la cordillère. Et juste, je rajoute parce que je me rends compte que j'ai oublié qu'après l'aptapi, en fait, on peut prendre part à une cérémonie qui sera donnée par un yatiri, donc c'est un guérisseur traditionnel Aymara, et donc il va réaliser un hommage à la Pachamama, la terre-mère. Et donc on se retrouve au pied de la cordillère, et de là, là on est invité à passer du temps avec une communauté locale Aymara, donc de cordillère. Et au programme tombe de lama, marquage de lama, donc ça c'est un jeu assez rigolo aussi parce qu'il faut quand même attraper les lamas. Cuisine locale, pêche à la truite pour certains endroits. Là on a une cérémonie avec un yatiri justement ici aussi. Donc vraiment de quoi être en immersion totale au sein de cette communauté qui n'a qu'une envie, c'est de nous apprendre comment elle vit et quelles sont leurs traditions qui sont encore une fois très présentes. La cordillère, donc là un exemple tissage également, donc une de nos voyageuses en atelier très sérieux de tissage traditionnel. Donc la cordillère, je disais, c'est aussi le point de départ de nombreux treks. Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Donc trek entre lagunes, glaciers, à marcher au milieu des lamas et alpacas avec notre caravane de mules. Donc on peut faire la traversée des Andes depuis le lac jusqu'à la vallée tropicale en passant par les glaciers, les hauts sommets de la cordillère. Et en allant à la rencontre de villageois et de communautés locales. On a aussi les treks des lagunes, le tour du Condoriri, qui sont plus sur les hauteurs. Et bien sûr des ascensions en tout genre sur tous les sommets entre 5 à 6 000, plus de 6 000 d'altitude. 6 000 mètres d'altitude dans la cordillère. Donc là, il y a une partie de l'équipe où on a fait le Pequeño Alpamayo au printemps dernier. Donc la Bolivie offre vraiment plein d'options et nous, avec Terra, on vous offre la possibilité d'aller faire des treks pour tout niveau. Donc on n'a pas besoin d'être des alpinistes ou andinistes perfectionnés. On peut faire des petits treks à la rencontre des communautés et à découvrir les paysages aussi. Donc ou alors des grandes traversées de plusieurs semaines également. Donc il y en a pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous demander. On saura vous trouver plein de nouveaux circuits à découvrir. Et comme il nous reste un petit peu de temps, on peut faire une extension en Amazonie. Alors, on part en avion de La Paz pour atterrir à Rurrenabaque. Et de là, on va rejoindre le campement écologique Chalalan, qui est tenu par les communautés locales. Il se trouve au cœur du parc Madidi, donc vraiment dans la selva. On peut naviguer sur le Rio Beni, partir à la rencontre des animaux de la jungle et puis retourner au campement pour y passer la nuit. Donc voilà, c'est avec cette escapade tropicale qu'on termine notre périple bolivien. Donc l'Amazonie, on n'y pense pas pour la Bolivie forcément, mais elle est bien présente si on regarde quand même
C'est une bonne partie du pays. Ok. Et il y a de quoi faire. Et comme disait Elise, rencontrer des communautés et vraiment être en immersion et encore une fois avec personne. Donc voilà, pendant notre périple, on aura vu la vallée tropicale, on aura vu les villes coloniales, le Grand Sud avec les canyons, les lagunes, les geysers, le Salar, la ville de La Paz, le lac et les montagnes, et enfin l'Amazonie. Donc un voyage varié, riche en cultures différentes, en écosystèmes et en paysages super variés. Donc il y aurait bien sûr encore bien plus à explorer. Donc comme le parc national du Sarama qui est par ici, la région des vins de Tavira qu'on connaît pas non plus. On pense pas vin pour la Bolivie, mais ça se développe. Mais bon, ça ce sera pour un prochain voyage ensemble. Donc voilà, on est maintenant tout à vous pour répondre à toutes vos questions sur des thèmes qu'on a abordés ou sur ce qu'on n'a pas abordé. On est là pour vous et puis on terminera à la fin par une petite vidéo pour toujours plus d'images bluffantes et à couper le son. Voilà, à vous. Dans le sud l'IPES, donc après c'est extensible comme durée, mais ah oui, il faut prévoir combien de temps dans le sud l'IPES. Donc dans le sud l'IPES, faut prévoir 4 jours et 3 nuits pour vraiment en profiter un minimum. Après c'est extensible selon les zones où on va et selon le désir de chacun. Ouais, on a tendance à dire c'est le minimum. Et là, l'excursion qu'on vous montrait depuis Tupisa, toute la zone, on est plus à 6-7 jours là. Avec l'ascension, on est monté aussi. La tonte de lama se fait lors de quelle période? C'est surtout à la fin de l'hiver, donc d'ici, donc ça va être jusqu'à maintenant préférable entre septembre et là novembre-décembre. Y a-t-il possibilité de louer le matériel nécessaire pour le trek ou une ascension? Oui, bien sûr. Donc en fait, nous, lors d'un trek, ce qui va se passer, c'est qu'on va être avec un guide, avec des porteurs, des muletiers et cuisiniers, et on va aussi fournir tout ce qui est tente, tapis de sol et tout ce qui est matériel de cuisine, etc. Donc vraiment pour tout ce qui est logistique. Après, tout le matériel personnel va être alloué, donc comme le sac de couchage et tout ce qui est matériel d'ascension, crampons, piolets, etc. Et il y a possibilité ici de louer sur place et on vous aidera à ça. Pour l'Amazonie, il faut consacrer environ combien de jours? Alors, tout dépend si vous voulez faire la Selva et la Pampa ou si vous voulez choisir entre les deux. Il y a une région qui est plus sauvage que l'autre, mais c'est intéressant vraiment de faire les deux parce que vous n'allez pas avoir les mêmes choses. Il faut compter minimum 3 jours. Après, si vous voulez faire les deux, je pense que une semaine, c'est pas mal. Est-il possible de faire ce circuit en autotour? Alors non, pour être honnête, on le recommande pas pour plusieurs raisons. Pour la géographie du pays, qui est quand même pas simple en termes il y a quand même beaucoup de régions très désertiques qui sont où il y a très peu de réseaux, par exemple. Les GPS ne captent pas forcément. Pour la qualité des routes, qui est compliquée aussi, ou qui est inexistante aussi, les routes. Nous, pour un point de vue de sécurité, on ne recommande jamais l'autotour. Par contre, on peut avoir des exceptions où on peut avoir des gens accompagnés d'un chauffeur guide qui va être dans un véhicule différent si les gens aiment vraiment la conduite et aiment vraiment avoir ces sensations de conduite, mais dans un cadre plus sécurisé, donc avec quelqu'un qui va les guider quand même. Un autre détail quand même pour l'autotour aussi, c'est tellement inaccessible que s'il y a un problème technique,
ça va être compliqué de les aider, d'aller les secourir, enfin d'aller aider mécaniquement par exemple rapidement. Donc c'est pour ça qu'on aime bien avoir quelqu'un. Nos chauffeurs sont spécialistes en mécanique aussi, et pour pouvoir résoudre ça au plus vite. Voilà. Disposez-vous de programmes adaptés à des voyages scolaires? Nous, on fait du sur-mesure, donc n'importe quelle demande qu'on aura, on adapte nos programmes aux touristes, donc au profil du client. Donc, si c'est des voyages scolaires, il y a possibilité d'adapter également. Ouais, on a un très beau, je sais pas si tu te souviens, on a un très beau circuit plus communautaire, donc à voyager avec la communauté de les communautés Aymara, dont une dont on vous a montré, et qui vont faire vraiment du participatif et passer 4 jours dans chacune des communautés. Si ça, c'est un chouette parcours et qui peut être intéressant pour les jeunes. Puis on a aussi un circuit chasse au trésor qui pourrait être adapté à des voyages scolaires. Ouais, c'est vrai. Le budget moyen par personne, on estime environ entre 180 et 250 $ par personne en fonction du circuit, des activités et par personne et par jour, pardon. Et en fonction des activités, mais on peut compter cette moyenne. Quel est ton coup de cœur, Élise? Alors, c'est difficile à dire parce qu'il y a tellement d'endroits qui sont trop beaux et tellement différents les uns des autres. Mais un classique, le sud Libèze. Comme je l'ai dit, j'y suis allée 2 fois et les 2 fois, j'étais bluffée. J'ai trouvé ça fou. Enfin, des espaces immenses comme ça où on croise personne, c'est rare d'en voir, franchement. Et ouais, j'ai vraiment adoré. Après, sinon, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai fait le trek du Takessi. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que il se fait en 2 à 3 jours et ça commence dans la montagne et puis après on descend vers la vallée tropicale des Yungas. Et ça, c'est pareil en fait de changer de température comme ça et d'environnement, c'est assez incroyable. Surtout que quand j'y suis allée sur la montagne, la première grosse montagne à croiser, en fait, elle était encore enneigée. Donc c'était vraiment dingue de passer de ça à un climat super chaud et ouais, de la faune très, très diverse et riche, quoi. Pas mal. Et donc le mien. Alors moi, la cordillère, parce que je suis très montagne, donc j'ai fait une ascension qui s'appelle Lanko Uyo, qui est juste à 5500 mètres d'altitude et qui est pas du tout difficile techniquement, mais qui se trouve littéralement en plein milieu de la cordillère. Donc il y a une vue incroyable à 360 dans tous les sens. Et je voudrais rajouter, parce que j'ai déjà parlé de la cordillère, donc autre chose, l'Isla de la Luna, donc l'île de la Lune qui est à côté de l'île du Soleil, où il y a personne en fait, parce que c'est pas touristique. Il y a un joli petit temple et surtout il y a des jolies petites maisons pour y passer 2 jours en déconnexion totale. C'est trop beau et c'est un super moment de partage aussi avec nos hôtes qui sont là-bas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors nous, ça nous fait penser juste en termes d'hébergement en Bolivie, parce que c'est quand même un point qui est important pour nos voyageurs. L'hébergement en Bolivie est pas, donc l'offre est pas très développée. Donc il y a pas énormément dans certaines zones désertiques, surtout dans le sud Libèze, dans les déserts, il peut y avoir qu'un seul hôtel pour une location. En général, il y a 2 standards. Il va y avoir le standard supérieur qui vont être des hôtels à peu près 2 étoiles, donc qui sont très propres, très bien entretenus, mais qui sont assez rustiques. C'est pas un super mot, mais c'est le cas. Et l'autre standard, ça va être vraiment auberge, où là, qui va être plus aventurier, où il y a pas forcément de chauffage, pas forcément d'eau chaude. Donc voilà, encore une fois, très bien entretenu, mais
mais beaucoup plus basique. Donc c'est quand même un point important pour la Bolivie, c'est que dans les villes il y a des hôtels plus haut de gamme, il peut y avoir certains hôtels même luxe à La Paz ou à Uyuni par exemple, mais il faut quand même, c'est quand même un point qu'on aime bien sur lequel on aime bien porter attention, c'est que il faut être un peu aventurier, être un peu flexible et s'ouvrir à ça quand on vient en Bolivie, parce que c'est pas forcément les standards qu'on a l'habitude de voir ailleurs dans le monde et même pas dans nos pays voisins. C'est-à-dire que quand les gens vont en Bolivie, Pérou, ils voient vraiment la différence entre les deux. Donc c'est le cas. On veut pas effrayer, loin de là, parce que ça c'est plein de charme et c'est très chouette. Mais c'est bien de le préciser quand même pour pas de mauvaises surprises. Ouais, je voulais juste rajouter du coup que dans le sud d'Ipèze, quand on parle d'auberge, c'est comme des auberges avec chambre et salle de bain privée. Ouais, c'est vrai. Oui, on n'est pas en dortoir. Ouais. N'importe. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut se quitter en vidéo. Ouais. Avec les incontournables de la Bolivie. Merci à tous, en tout cas, de votre écoute et merci de votre patience d'avoir accepté de revenir une semaine plus tard. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire, à nous appeler. On est là à dispo et on a hâte de vous entendre et de vous rencontrer. À bientôt. Quittez pas, regardez la vidéo.